mes amis, je reçois Patricia Chagnon, qui est une députée alors c'est le groupe Idées, Identité, Démocratie au Parlement européen. En fait, je voulais qu'elle nous parle du mouvement agricole. Patricia a une particularité, c'est qu'elle est franco-hollandaise. Donc, Royedaar, Patricia, au Mactuet. Elle ne veut pas parler flamand. Si, je parle néerlandais aussi. Bon, alors, concrètement, je voulais qu'on se parle, Patricia, parce que on m'a dit, j'ai entendu une indiscrétion, mais vous allez peut-être l'infirmer. On m'a dit que vous parliez avec les agriculteurs européens. Est-ce que c'est vrai? C'est entièrement vrai. C'est entièrement vrai. Ah oui, bien sûr. L'information a été bonne. En fait, je ne suis pas franco-néerlandaise, je suis française, j'ai été naturalisée. Donc, soyons clairs, j'ai une nationalité, elle est française. Mais de toute façon, les Pays-Bas, c'est une partie de la France qu'on nous a volée. Surtout, vous êtes catholique, vous êtes du nord du Brabant hollandais, vous m'avez dit. Oui, je suis née à Eindhoven, donc qui est effectivement la partie sous les fleuves, donc la partie catholique des Pays-Bas où je suis née. Donc je parle effectivement, je parle néerlandais comme bien sûr les Flamands, même langue que les Flamands en Belgique. Non, pour vous dire que l'histoire des farmers, pour moi, a commencé en 2019 en fait. Il y a très longtemps, quand il y a eu aux Pays-Bas cette prise en otage d'une famille d'agriculteurs. Vous bien au milieu de l'écran parce que vous êtes trop décentré sur la gauche. Au milieu, voilà. De l'autre côté, voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé. Il y avait une famille hollandaise qui avait été prise en otage. Une famille d'éleveurs porcins qui avait été pris en otage par des extrémistes écologiques, des antispécistes. Et les forces de l'ordre néerlandaises à l'époque avaient tardé à intervenir. Et du coup, est né un mouvement de contestation agricole, de défense agricole en fait, de Farmers Defence Force, qui s'est dit non mais il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, les autorités ne soutiennent plus, il est tout à fait normal que des antispécistes comme ça prennent en otage une famille, il faut qu'on exprime, qu'on explique à la population qu'est-ce que c'est vraiment le cœur de notre métier, et ils ont créé Farmers Defence Force. Farmers Defence Force a ensuite gagné en importance. Tout de suite, ils ont eu énormément d'adhérents. Du jour au lendemain, ils n'ont pas su ce qui leur tombait sur la tête. Mark van der Hoover qui a commencé ça, énormément d'adhérents. Ça marchait sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ils ont commencé, quand ils ont eu énormément de farmers autour d'eux, d'éleveurs, d'agriculteurs autour d'eux, ils ont concentré en fait leur énergie sur la pédagogie auprès de la population. D'abord la population rurale, et ensuite, ils sont partis dans les centres urbains aux Pays-Bas. Alors, ça m'a passionnée pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai des origines un peu dans les Pays-Bas. Je connais encore, bien sûr, beaucoup d'agriculteurs là-bas. Mais également, il me surprenait beaucoup que ce mouvement agricole commence dans un des pays le plus urbanisé, le plus bétonné, en fait, de l'Europe. Ce n'est pas un pays qui est connu pour une agriculture rurale, plutôt sur une agriculture de fleurs, etc., dans l'ouest du pays, tandis que le mouvement est né dans le Brabant, dans la Limbourg, enfin, dans le sud, plutôt le côté sud du Pays-Bas. Ce mouvement agricole a gagné énormément de soutien et ça s'est vu lors des élections provinciales aux Pays-Bas, donc au mois de mars, le 12 mars 2023. Ils ont gagné dans toutes les provinces, ils ont fait gagner, ils ont renversé. En fait, c'est le BBB. C'est le BBB, parce que les farmers, en fait, c'est pas la même chose que le BBB. Les farmers avaient dit, il faut voter pour le BBB pour les élections provinciales, et il y a eu un rapport de voix énorme de la part de toute la ruralité, en fait, qui ont mis dans les 13 régions que comptent les Pays-Bas, les 13 provinces, ont mis comme premier parti le BBB. Alors, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme arrive souvent, ce petit parti est devenu très grand du jour au lendemain et a fait des coalitions inacceptables pour le mouvement des farmers qui avaient demandé de voter pour eux. Et en fait, quand il y a eu les élections nationales, législatives le 22 novembre dernier, bah écoutez, BBB s'est effondré parce qu'ils ont pactisé avec des socialistes, avec des Verts, avec des libéraux dans les provinces. Et en fait, le report de voix s'est fait surtout sur le PVV. Il y a eu un renversement politique total. Alors, voilà, ils ont. Le PVV, donc c'est le parti pour la liberté, Partij voor Vrijheid, qui est le parti de Geert Wilders.
qui a gagné les élections qu'on a vues, mais il n'a toujours pas formé son gouvernement. Voilà, alors ça c'est encore une autre histoire. Vous savez, quand on est dans la formation de gouvernement, de coalition, et moi je veux bien rentrer dans les détails de la coalition parce qu'elle est absolument passionnante, ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas, mais je crains qu'on va se dévier beaucoup du sujet en fait des agriculteurs. En fait, suite aux Pays-Bas, on a vu, quand d'autres agriculteurs ont vu en fait le succès qu'a eu la mobilisation au niveau néerlandais, se sont organisés de la même façon. Et on a vu très récemment en Allemagne l'ampleur qu'ont pris les manifestations allemandes. Et en France, en fait, depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, ça bouge beaucoup. Et des agriculteurs que je connais, parce que je suis élue dans une région très rurale, j'habite en Picardie. À Abbeville, voilà, je suis élue à Abbeville, donc région betteravière municipale d'Abbeville. C'est ça. Région connue pour ses betteraves et qui a subi les conséquences en plein fouet des politiques néfastes de l'Europe avec la fermeture de sucreries au début des années 2000, où on payait la fermeture pour les sucreries avec de l'argent européen, l'Union européenne subventionnait la fermeture de sucreries, et plus récemment, bien sûr, l'interdiction totale de l'utilisation de néonicotinoïdes pour la filière betterave, qui en fait expose la filière à des envahissements, enfin les champs de betteraves à des pucerons et des pertes de rendement qui font en fait que on peut pas avoir des sucreries et des commandes avec une incertitude en fait d'approvisionnement, et qui est une attaque directe sur toute la filière betteravière et sucrière de la France. Tandis que bien évidemment les betteraviers le savent très bien, on continue à importer du sucre de pays qui utilisent les néonicotinoïdes. Et donc, en fait, une des revendications majeures dans ma région a toujours été l'application des clauses miroirs, c'est-à-dire que l'Union européenne impose, quand on importe des produits en Europe, de respecter au minimum les mêmes normes que les agriculteurs français. Donc oui, c'est un sujet qui me passionne. Et bien évidemment, quand les agriculteurs français ont commencé à s'organiser, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis 30-40 ans, la tête de pont du FNSEA a participé à cautionner les politiques des gouvernements successifs français. Il y a toujours eu une contestation en fait de la base. Et la FNSEA, qui a la main mise en fait, c'est le plus gros syndicat, avait réussi depuis le mois de septembre à étouffer en fait la révolte agricole qui grondait également en France. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres agriculteurs se sont organisés en dehors de la FNSEA, donc des agriculteurs non syndiqués, des agriculteurs de la coordination rurale, et ils ont décidé de lancer le mouvement à l'image et en suivant l'exemple néerlandais et allemand. Et voilà est née en fait une organisation, une révolte agricole en France. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, toute l'Europe regarde toujours la France. On sait très bien que l'économie française n'est pas l'économie allemande. Nous sommes une économie où l'agriculture a beaucoup d'importance. Et d'autres pays européens regardaient en disant « Mais pourquoi ces Français ne bougent pas ?» Ils savent très bien que les difficultés du secteur agricole français. Et en fait, on regardait par ailleurs, et on m'a appelé souvent en disant « Mais Patricia, voilà, en tant que députée européen, vous avez des contacts avec de nombreux pays. Mais pourquoi ça ne bouge pas en France ?» Et du coup, le moment où ça a commencé à bouger, bien sûr, les autres agriculteurs sont venus tout de suite prêter main forte, soutenir le mouvement agricole français qui, effectivement, est parti maintenant. Alors, ce qu'on me dit, et c'est peut-être des racontars, hein, ce qu'on me dit, c'est que vous tenez à Bruxelles des réunions avec vous faites au fond une pédagogie, notamment à destination du mouvement paysan français, avec les mouvements européens que vous connaissez. Il y a des échanges qui s'organisent, des discussions, des conseils qui se donnent, de la pédagogie qui se fait. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai organisé avec mon collègue Philippe Olivier, il y a plus qu'1 an, un colloque sur ce mouvement des farmers aux Pays-Bas. C'était bien avant qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait en France. Et pour cela, nous avions inventé plusieurs contacts qu'on avait au niveau de l'Europe pour venir discuter avec nous. Et on avait comme intervenante principale
Sita van Kempenma, qui est la porte-parole en fait de Farmers Defence Force aux Pays-Bas, pour expliquer justement comment elle avait coordonné, comment ce mouvement agricole était coordonné. Donc, il s'agit tout simplement du rôle que je pense que nous avons comme parlementaires, c'est de partager des expériences et de mettre les gens en contact les uns et les autres et d'inviter des parlementaires comme des personnes qui sont concernées par l'agriculture, de venir discuter, de donner leur point de vue et de venir échanger avec nous sur le problématique de l'agriculture dans l'Union européenne, dans les États membres de l'Union européenne. D'ailleurs, j'avais à l'époque écrit avec mon collègue Philippe Ollier, je ne sais pas si vous le voyez, voilà cette fascicule bilingue, les Pays-Bas à l'épreuve de la décroissance agricole. Donc, on était dans le sujet très, très, très tôt. Donc, ce qui... et la deuxième chose seulement qui s'est produit, c'est effectivement, j'ai été prévenue par la coordination rurale qu'ils venaient à présenter leur doléance à Bruxelles la semaine dernière. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient être reçus au Parlement européen. Bien sûr, bien évidemment, nous les avons reçus. Et bien évidemment, il y avait d'autres représentants agricoles, mais également représentants de la pêche, soutien d'un syndicat routier, qui ont demandé de pouvoir assister à cette réunion pour entendre les revendications des agriculteurs français. Donc voilà, la semaine dernière, c'était mercredi dernier, j'ai eu le grand plaisir de les recevoir ici au Parlement. Et ensuite, ils ont été reçus ailleurs, à Bruxelles, pour parler à côté des autres syndicats des revendications des agriculteurs. Il est très intéressant de noter, et je pense que c'est un élément clé en fait dans cette révolte agricole, que s'il y a des différences au niveau national qui déclenchent les mouvements des agriculteurs, hein, aux Pays-Bas, c'était un abstrait truc d'azote, de retombée d'azote du gouvernement à l'époque de Mark Rutte. Voilà, mais qui est toujours un gouvernement par intérim et qui continue à appliquer sa politique, hein, je vous le signale. C'était une belle astuce pour continuer à appliquer cette politique. Enfin bref, sachant que les formations durent très longtemps, c'était un coup politique très habile de la part de Mark Rutte, qui continue, malgré la voix du peuple néerlandais à 2 reprises durant les élections, à tenter d'appliquer cette politique de décroissance agricole. Bon, je ferme la parenthèse. J'explique aux Français qui sont perdus que donc la Hollande est une monarchie constitutionnelle avec un scrutin à la proportionnelle et que la formation des gouvernements suppose des contrats de gouvernement et l'arrivée de Geert Wilders comme leader avec, je crois, 40 sièges de mémoire au Parlement néerlandais le met en position de devoir trouver des alliés et donc d'amoindrir ou d'arrondir son programme. Pour ceux qui n'ont pas qui ne suivent pas la vie politique néerlandaise. Allez-y, oui. Patricia, excusez-moi. Merci. Oui, c'est un système totalement différent. Mais revenons d'abord sur le déclenchement, en fait, à notre sujet, le déclenchement de ces contestations agricoles dans les différents pays de l'Union européenne. Donc, aux Pays-Bas, l'origine, c'était la fermeture de 3000 élevages bovins, porcins, parce qu'il fallait réduire, selon la politique de Mark Rutte, des émissions de azote. Alors, jamais entendu parler, chez nous c'est plutôt les particules fines, chez les Allemands c'est plutôt encore autre chose. Donc c'était le déclencheur en fait, les Hollandais, le mouvement agricole a pris de l'ampleur pour contester la fermeture de 3000 élevages. Et ils ont dit très justement, on a beau fermer 3000 élevages, mais de quelque part, on va importer cette nourriture d'ailleurs, cette viande d'ailleurs. Oui, les traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, le Mercosur, etc. Donc, ils ont contesté. Donc, le déclencheur aux Pays-Bas, c'était l'azote et la fermeture annoncée de 3000 élevages. Aux Pays-Bas, en Allemagne, c'était l'abolition des subventions pour le gasoil. Et en fait, on voit que les déclencheurs des révoltes d'un pays à l'autre sont différents, mais mènent tous, en fait, à l'Union européenne. Parce que ce qui est derrière de ce que les mouvements voient au niveau national, c'est bien une politique européenne néfaste pour l'agriculture qui se résume en 3 points. Point numéro 1, on expose l'agriculture des pays des États membres à la concurrence déloyale
à travers des traités de libre-échange. Donc, ça, c'est pas possible qu'on laisse importer dans des pays qui ne respectent absolument pas les mêmes normes que nous, qui utilisent même des choses totalement interdites chez nous, qui travaillent dans des conditions sociales pas chez nous, qui n'ont aucune garantie de qualité ou de sécurité alimentaire, qu'on les laisse concurrencer nos propres agriculteurs. Donc, d'abord, concurrence déloyale, inadmissible. Deuxième point, c'est les normes abusives qui tombent sur nos agriculteurs. Il y a une succession de normes, de contraintes qu'on les impose, qui sont impossibles à suivre. Ils viennent à peine de faire les investissements pour respecter une contrainte. Bing, on leur impose une nouvelle qui demande des ajustements, des investissements et bien sûr une paperasse pas possible à respecter. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, et ce qui est le plus important parce qu'en fait, elle explique toute cette politique néfaste européenne, c'est une politique de décroissance programmée en Europe de l'agriculture. L'Union européenne a décidé qu'il faut moins de 15%, voilà, ça va se cultiver en Europe. Il dit ça, allez hop, même si l'Europe ne représente que 7% de la pollution d'émissions au niveau du monde, il paraît qu'on va sauver le monde en faisant de la décroissance agricole en Europe. Ce qui, bien sûr, est une aberration totale. Donc, ces trois thématiques reviennent à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une cohésion, en fait, au niveau européen, puisque ces mouvements différents, ces syndicats différents, ces mouvements agricoles différents sont en train de se retrouver avec une contestation commune, même s'ils ont des spécificités nationales, mais des contestations communes contre la politique de décroissance agricole de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous, donc vous êtes le groupe Identité et Démocratie, et donc le groupe au Parlement européen, mais qui intègre votre parti qui est le Rassemblement national. Aujourd'hui, on n'a pas perçu ce qu'était la volonté ou les propositions du Rassemblement national sur comment sortir durablement de cette crise, pas seulement de ce qui se passe en France en ce moment, mais quelle est l'orientation en matière de politique agricole européenne que vous proposez? Est-ce que c'est sortir de l'Union européenne? Est-ce que c'est y rester, mais en changeant les politiques? Vous proposez quoi concrètement? Nous sommes tout à fait convaincus qu'il faut qu'on travaille ensemble au sein de l'Union européenne, mais qu'on change les règles du travail au sein de l'Union européenne. Donc, il s'agit de bâtir une Union européenne, avec de rebâtir l'Union européenne avec dans un différent logiciel qui respecte les individualités et qui dit pas, voilà, une taille, c'est bon pour tout le monde. Non, il y a des pays qui sont différents. Les critères, moi, je ne dis pas que les Allemands doivent protéger leur agriculture. Je sais pas, ce que les Allemands font ce que eux, ils doivent faire chez eux avec des mesures qu'ils doivent faire chez eux. Notre préoccupation, c'est l'agriculture française. Il faut quand même qu'on sache bien que la France est contributeur net de l'Union européenne. Nous versons environ 25 milliards d'euros par an à l'Union européenne et nous récupérons environ 15 milliards, plus ou moins quelques milliards qui se baladent. Mais ça veut dire que nous sommes, en tant que pays, en tant que France, contributeurs nets de l'Union européenne. Ça veut quand même dire que la présidence de la République peut imposer des choses pour protéger une agriculture qui est, à notre sens, stratégique, à la fois en matière de sécurité et de qualité alimentaire, en matière de préservation de nos structures sociales et rurales. Donc, nous sommes pour, effectivement, dénoncer et protéger, pour avoir une exception agriculturelle qui s'applique à la France pour protéger nos filières agricoles. Nous avons assisté à un débat absolument surréaliste il y a quelques mois sur l'abolition de la boîte du camembert, en disant non, il faut des boîtes, on ne peut plus avoir des boîtes, il faut des boîtes recyclables. Bon, finalement, ils ont vu quand même que c'était trop aberrant, mais on est dans un délire complet de homogénéisation de l'agriculture, des règles au niveau européen, tandis qu'il faut bien admettre que chaque pays a ses particularités. Donc, nous sommes là pour défendre nos filières agricoles françaises. Il y a de l'argent pour le faire. Nous sommes là pour les protéger
parce qu'il faut tout de suite exclure l'agriculture des traités de libre-échange. Il faut tout de suite dire, attendez, on ne peut pas exposer nos filières agricoles, nos filières d'excellence à des produits qui sont inclus dans des traités de libre-échange. Donc, il faut faire un moratoire tout de suite sur ça et exclure l'agriculture des traités de libre-échange. Ils doivent obéir à d'autres raisons. Il y a des raisons culturelles, il y a des raisons de sécurité alimentaire, il y a des raisons stratégiques de protéger l'agriculture française, qui est au cœur de notre programme. Bon, Patricia, je vais quand même vous taquiner gentiment. Le 19 avril a lieu un sommet exceptionnel à Bruxelles sur l'élargissement dans le cadre de la présidence belge, où à l'occasion de ce sommet seront discutées l'entrée d'un certain nombre de pays des Balkans et de l'Ukraine dans l'Union, et seront discutées les évolutions possibles des règles du jeu. Alors, il est prévu une grande conférence sur l'avenir de l'Europe au deuxième semestre 2024, où on discutera des changements de règles du jeu dans l'adoption des mesures au Conseil européen, notamment le passage à la majorité qualifiée et au fond la fin du compromis de Luxembourg sur l'unanimité. Et il est prévu qu'il n'y ait plus forcément un commissaire par pays membre. Donc, c'est-à-dire qu'on va transformer la Commission européenne en un gouvernement européen. Quelles sont les propositions aujourd'hui ou les options du Rassemblement national? Est-ce que vous voterez contre ces mesures? Est-ce que vous vous opposerez à la création de ce qui sera une fédération européenne avec la possibilité de coalition imposant à la France des règles du jeu qu'elle refuserait, que nous refuserions, parce que par le jeu de l'Interland allemand, on va dire ça comme ça, l'Allemagne sera en position de nous imposer des directives dont nous ne voulons pas. L'Union européenne d'aujourd'hui est tout sauf une fédération. Un État fédéral aux États-Unis a éminemment plus de liberté qu'aujourd'hui un État membre de l'Union européenne. Donc, je refuse le mot fédération pour ce qui est devenu l'Union européenne. Nous sommes dans un système d'empire, de dictature technocratique qui vient de Bruxelles, qui n'a rien à voir avec une fédération. Regardez les États américains, qu'est-ce qu'ils sont capables de décider au niveau de fédération. Donc, fédération, c'est un euphémisme. On a affaire à une oligarchie technocratique qui impose, comme dans un empire, flop de Bruxelles, à tout le monde les mêmes règles. Donc, bien évidemment, le dernier garde-fou qui nous reste aujourd'hui, c'est le vote à l'unanimité requis pour effectivement faire valoir ces prérogatives nationales. Écoutez, ils ont compris qu'il y a des pays, de plus en plus de pays, qui contestent la politique de cette technocratie bruxelloise. Et ils ont décidé de changer les jeux pour les contourner. Ça permet effectivement de dire, bon, écoutez, voilà, on s'en fiche un petit peu, allez hop, on fait ça, majorité qualifiée, et puis ça permet de écarter voilà, les petits emmerdeurs et qu'on n'a plus besoin de trouver des compromis pour passer des changements. Donc, bien sûr, nous y sommes totalement opposés. Maintenant, la deuxième sujet que vous évoquiez, c'est de changer la composition du Conseil d'Europe. Écoutez, Conseil d'Europe, la Commission, ça procède de la même vision en fait. Ça procède de la vision qu'il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec cette technocratie bruxelloise. Eh bien, écoutez, au lieu de trouver des solutions, on va les écarter. Comme ça, on fait un petit groupe entre amis. Oui, sous prétexte, on va élargir, patati patata. Et puis finalement, on s'arrange ensuite pour que les pays qui sont récalcitrants ou qui se posent des questions soient écartés de toute participation. Donc, bien évidemment, c'est totalement inacceptable. Mais je pense que là où ça se joue vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a une accélération des mesures qui sont passées, hein, pacte d'immigration, revenir sur la règle de l'unanimité, changer les règles du jeu avant les élections européennes. Le grand moment, ça va être les élections européennes, parce que la technocratie en place a compris que de plus en plus de pays contestent la façon dont ça fonctionne. Donc, ils essayent désespérément de changer encore, de s'accrocher au pouvoir. Je pense que le moment fort va être les élections européennes
où il va falloir aller voter massivement pour dire non à cette technocratie et d'insister sur des règles de fonctionnement d'abord beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus ouverts, et de revenir à une alliance des nations d'Europe plutôt à cette espèce d'empire qui s'est constitué. Et encore une fois, je refuse le mot fédéral, c'est un empire que nous subissons. Nous sommes devenus un vassal d'un empire quelque part, et on voit bien qu'aujourd'hui la France n'a plus aucun pouvoir tout seul de faire valoir les intérêts de notre nation. Mais vous ne proposez pas le Frexit. Non, on ne propose pas le Frexit parce que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, il est évident que l'Union ensemble offre beaucoup de projets et de possibilités également de construire des projets ensemble. Je parle de grands projets d'infrastructures, de recherche qu'on peut mener au niveau européen. Et nous croyons à une Europe qui est une Europe où on peut, comme la Danemark aujourd'hui, participer ou pas participer à certains projets. Je pense que l'avenir de l'Europe, c'est la liberté des nations de participer ou pas à certains projets, où on se trouve unis pour parler, parce que je pense qu'au-delà de choses qui sont différentes entre les nations européennes, nous avons beaucoup de choses en commun, et l'esprit de travailler ensemble pour le bien de nos peuples et de notre continent est quelque chose qui nous motive tous. Bon, Patricia, je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en discuter. Merci de votre patience. À bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère.